Tiens, plan Nigo, très bien. Donc ce soir, on va avoir la chance d'avoir deux auteurs qui ont de l'actualité littéraire, bien entendu, qui sont deux auteurs de chez Calman Levy, deux auteurs que j'ai eu la chance de rencontrer pour certains avant cet événement organisé par la librairie Port-Maria, et puis un autre que j'ai découvert à cette occasion. Donc de mon côté gauche, nous avons un auteur qui commet son premier roman, qui nous vient de la musique, d'un univers que vous allez découvrir très particulier, de la musique underground, parisienne, quelque chose qui nous vient des bas-fonds, qui est rock, qui est très spécial, il saura nous présenter tout ça. Je peux vous assurer que quand vous découvrez un livre comme celui qu'il vient d'écrire, quand c'est un premier bouquin comme ça qui sort des tripes de l'auteur après un certain nombre d'années de gestation quelque part, c'est vraiment extraordinaire. C'est une écriture hors norme, quelque chose à part, qui a été aussi soutenu par un auteur à succès, Caril Ferret. Tout à l'heure, Franco nous en parlera un petit peu plus. Et puis à ma droite, donc René Manzor, qui lui ne vient pas du monde de la musique, mais du monde du cinéma. Il a d'abord créé pas mal de films, il a même été repéré par Steven Spielberg en personne, donc il saura également nous parler un petit peu de tout ça. Et l'un et l'autre, dans leur univers respectif, chacun commettent des écritures de romans à suspense et de polar. Donc pour nous, c'est une grande chance de découvrir ça. Chacun a sa patte, sa manière d'apporter des choses. Chez René, c'est tout l'esprit de la scénarisation, de la dramaturgie qui ressort dans ses livres. Donc là, on a des thrillers format implacable, qui sont un délice à découvrir. Donc l'idée, c'est de pouvoir partager ça un petit peu avec vous. Et le fait, je vais un petit peu dérouler cette présentation en appuyant d'abord sur la partie auteur pour que vous puissiez apprécier un petit peu les personnes telles qu'ils sont. C'est tout l'enrichissement qu'on peut avoir de ces rencontres particulières, et bien de découvrir des gens au-delà des livres et après de mieux comprendre les bouquins, se dire waouh, ça vient du fond d'eux. On a reconnu un petit peu ces personnes dans ces bouquins-là. Et c'est une bonne manière de partager, de vivre un événement ensemble et puis de découvrir des livres également. Donc la première question, les premières questions que je vais poser à mes camarades, ça va être évidemment leur parcours d'auteur. Donc effectivement, la musique, on va commencer par toi, mon cher Franco. Donc maintenant que tu as le micro, tu ne peux plus boire ton rosé, il va falloir que tu parles. Donc la première chose que j'ai envie de savoir par rapport à tout ça, et que j'ai envie de partager, de faire découvrir à tout le monde, c'est cette histoire de rock underground parisien. T'es auteur, compositeur, interprète, et bidouilleur et destructeur musical. Donc j'ai quand même eu la curiosité d'aller voir un petit peu écouter ta musique, ce que tu proposais. Et effectivement, c'est un univers très particulier. Il faudrait que tu nous en dises un petit peu plus là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cet univers musical que tu nous proposes et qu'on redécouvre après, évidemment, dans tes livres? Bien, moi, je viens d'abord du rock et puis du rap et des musiques électroniques, enfin du hip-hop plutôt que du rap. Et je navigue perpétuellement entre ces trois univers et la musique aussi expérimentale. Et donc je me retrouve régulièrement dans les projets que je fais et les gens que je côtoie sur scène et en studio et sur disque à travailler sur des musiques tangentes, on pourrait dire, ou des choses un peu inhabituelles. Je m'aperçois qu'en fait je suis bien meilleur quand je suis pas dans le mainstream, dans le grand public, et que en musique en tout cas, et que je travaille sur des sujets un petit peu, ou des manières de travailler un peu radicales. J'y suis bien, ça me va bien, et du coup je pense que ça transpire un peu dans le bouquin, quoi. C'est exactement ce qu'on retrouve dans ce livre. Et puis cette musicalité qui est dans l'écriture, qui est forte et violente, puisque finalement ce que tu produis comme musique, c'est quand même quelque chose d'assez marqué, d'assez violent aussi. Et en même temps, tu travailles une scénarisation. Donc on a vu ça, j'ai pu voir ça sur certaines vidéos. C'est pas seulement jouer de la guitare, jouer d'un instrument et de sa voix, c'est aussi une théâtralisation. Et je pense qu'en ça, c'est un premier pas que peut-être que tu as fait déjà dans le côté créatif pour aller vers l'écriture de la mise en scène. C'est ce qu'on retrouve aussi, qu'on ressent dans ton premier roman, là, ce côté de mise en scène. Et ça, pour toi, tu le travailles pas seulement tout seul, j'ai l'impression, c'est avec ton Non, équipe. on travaille en collectif beaucoup, je fais partie de plusieurs formations, la principale étant Spoke Orchestra, mais aussi beaucoup d'autres. Mais il s'avère que depuis que je fais de la musique, je travaille aussi au théâtre beaucoup, je travaille avec des auteurs, avec des metteurs en scène. On me demande d'être comédien souvent, donc je suis habitué à changer de casquette un peu et à travailler pas uniquement sur la musique, mais à beaucoup d'autres niveaux, à travailler dans l'opéra, donc ça m'oblige à regarder la dramaturgie d'une autre manière. Et puis je m'intéresse à la vidéo, je réalise moi-même mes clips, une grande partie.
Et voilà, donc à l'image, au montage, je monte souvent moi-même selon. Et donc voilà, ça me pousse. J'aime pas m'ennuyer en fait. Donc j'aime bien chercher, découvrir des nouvelles choses, des nouvelles pistes, à essayer de creuser. Voilà. Et du coup je me confronte et du coup mon écriture musicale, vraiment au niveau de la musique, a aussi été confrontée très vite. Et de par cette démarche et de par les gens que j'ai eu la chance de rencontrer, à la faire évoluer vers quelque chose de plus scénarisé, quelque chose de plus écrit, quelque chose de plus... où la dramaturgie a son vrai rôle, aussi bien sur les spectacles théâtraux que je peux faire, Ça marche aussi. Ça marche aussi. Et que les disques, voilà. Donc je pense que tout ça, malgré moi, c'est rentrer dans le bouquin. C'est dans ton roman, ouais. Effectivement. Alors c'est du polar, c'est du thriller, c'est du thriller quand même qui décape. Forcément, ton univers musical, comme tu disais, ça ne s'inscrit pas forcément dans le grand public. Ça t'a quand même amené à rencontrer des gens un petit peu particuliers et pas forcément des milieux de la plus grande des tendresses. Il y a quand même quelque chose de marqué. Tu as été confronté à des situations un petit peu particulières et des gens... Oui, après quand je dis voilà, enfin quand je pas grand public, c'est-à-dire que je fais pas du bizarre pour le bizarre. C'est-à-dire que voilà, je me retrouve malgré moi à travailler sur tout ce qu'on appelle des niches, voilà, c'est-à-dire des familles. Et effectivement, c'est-à-dire que quand on sort ou en tout cas on se confronte à un autre monde, le monde qui est moins visible, le monde de la nuit, le monde d'autres mondes parallèles qui existent et qui ne sont pas toujours portés à vue. On y rencontre des personnages un peu étonnants, des personnages violents à l'extérieur ou violents à l'intérieur, des gens très attachants, voilà, des personnalités qui se dévoilent à des moments et qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de rencontrer autrement. C'est toute l'originalité qu'on trouve dans ce livre, effectivement, hein, ces personnages que tu peins et que tu mets en forme. Quand on lit ça, on sent l'originalité tout de suite et on comprend pourquoi l'éditeur s'est dit waouh, ça on le publie et on l'envoie parce que c'est quelque chose d'original et on sent que forcément derrière c'est plus que de la recherche, c'est du vécu quand même. Donc là-dessus il y a un travail remarquable et remarqué. Merci. Mais évidemment c'est une fiction. Hein. Oui, voilà. Mais oui, c'est-à-dire que je me suis appuyé sur beaucoup de silhouettes de personnes ou d'amis que j'ai pu croiser à des moments sympas, à d'autres moments moins sympas. Mais voilà, ça m'a chargé, mais après c'est vrai que c'est une fiction, c'est-à-dire que comme nous tous, voilà, je pense qu'on prend ce qu'on a et on le transforme en autre chose, quoi. Très bien. Donc, pour poursuivre ton côté auteur, on va aller un petit peu plus loin juste après. On passe à René, son univers, le cinéma, celui de Steven Spielberg, celui des films. Donc là, tu as réalisé quand même un certain nombre de films. Il est en train de rayer mes notes, c'est lamentable. Il a envie de mettre un autre sujet à la place. T'inquiète pas, on va parler de Cogolin. Donc René, explique-nous un petit peu ton parcours, celui qui t'a emmené vers l'écriture et qui t'a un peu dessiné surtout au niveau créatif. La création, qu'est-ce que c'est pour toi? Et aujourd'hui, donc, pourquoi le cinéma et pourquoi le livre? Bonsoir, déjà, bonsoir à tous. Moi, mon parcours, en fait, est très, très étrange, parce qu'en fait, j'ai commencé par le dessin, par la peinture, j'étais aux Beaux-Arts, en fait. Et puis, j'écrivais en même temps, mais des écrits d'adolescents, comme tout le monde, je pense. Donc, mes premiers écrits étaient romanesques, en fait, parce que je ne savais pas juste écrire un scénario, donc c'était plus... des écrits d'adolescents. Et j'ai commencé à écrire mon premier scénario, j'avais 16 ans, je l'ai terminé à 19, et à 19 ans j'ai commencé à essayer de faire financer le scénario en question. Et j'ai mis 6 ans avant de trouver un producteur, en fait, et ce producteur, ça a été Alain Delon. J'avais fait toutes les maisons de production, et je n'avais pas trouvé de producteur pour le film. C'était un premier film, c'était un film assez différent. C'est devenu un film qui s'appelle Le Passage. Et donc, ça n'est que finalement, à partir du moment où Alain Delon a dit oui,
que les mêmes gens qui m'avaient dit non Étonnamment, change les choses après. m'ont dit oui, enfin en fait disaient oui à lui, donc c'est grâce à lui, c'est mon parrain de cinéma, si tu veux, que j'ai commencé à faire ça. Et je me souviens de la première phrase qu'il m'a dite en commentaire de la lecture de ce que je croyais être un scénario. Il m'a dit « J'ai beaucoup aimé votre roman ». Donc je dis ça aujourd'hui, maintenant, parce que forcément les gens me demandent « Mais comment est-ce qu'on passe du scénario au roman ?» Ce sont vraiment deux écritures différentes et qui pourtant se rejoignent d'une certaine manière. Oui, en fait, c'est juste que dans un scénario, tout doit être assez clinique, en fait. Il n'y a qu'une seule chose vraiment de comparable, c'est les dialogues. À partir du moment où les comédiens parlent ou les personnages dans ce roman, bon, la partie dialoguée est identique, mais la partie descriptive d'un scénario est très clinique, factuelle, objective. Et justement, ce qui me plaît, moi, dans le roman, et ce qui fait aussi que je m'y suis de plus en plus intéressé, c'est que, à force de travailler dans l'image, je me suis rendu compte que la forme dans laquelle j'évoluais, je m'exprimais, en fait, était une forme qui imposait mon imaginaire aux gens. En espérant que les gens le trouvent intéressant. Et dans le roman, ce qui m'attire et ce que je trouve beaucoup plus fort, c'est que, en fait, c'est l'imaginaire des gens qui est en action. Nous, on fait que l'exciter, finalement. Et donc, on propose une plateforme à des gens qui vont chacun faire leur film, ils vont faire le casting, et ils vont mettre en image. C'est ça que ça veut dire imaginer, en fait, finalement. C'est mettre en image. Quand on y regarde, c'est vrai que le cinéma dans notre tête, il est finalement encore plus beau que celui qu'on nous impose à l'écran. On imagine les choses très différemment. Et c'est vrai que l'écriture, à la fois, toi, tu as connu le cinéma en travaillant avec des producteurs, des réalisateurs, des metteurs en scène, des chefs opérateurs, des décorateurs, etc. Et là, quand tu fais ça dans un bouquin, tu es tout le monde à la fois. Et tu peux avoir toute la liberté. J'ai quand même noté quelques petits éléments intéressants dans ce livre. Voilà, les didascalies, il ne veut pas que je ça. Mais ça, c'est des codes un petit peu d'écriture, de scénarisation. Page 152, 153, il y a un petit exemple. C'est vraiment le côté, il écrit un dialogue et en dessous, il écrit en didascalie en italique un petit élément, mais un petit élément visuel pour qu'on voit comment la personne va donner cette information. Et c'est assez intéressant de voir que ces petites répliques, ces petites mimiques, tu les as quand même aussi également dans l'écriture. Ça donne un style, ça fait un effet, c'est de façon très dessinée, c'est esquissé, voilà, mais c'est discret, mais quand on connaît le personnage, forcément on se dit tiens, voilà, ça vient du cinéma. C'est le genre de petits détails intéressants. En fait, je fais ça, en fait, c'est marrant parce que c'est drôle que tu remarques ça parce qu'en fait, ça n'est pas des didascalies, pour moi, c'est des pensées. Oui, tu sais, ça fait la pensée, mais en même temps, la manière dont c'est amené, c'est un petit côté... mais c'est intéressant, parce que ça fonctionne. Peut-être. Mais en fait, je me suis rendu compte que, forcément, comme je n'étais pas un écrivain professionnel, même si ça faisait 30 ans que j'écrivais mes histoires, hein, puisque les films, c'est tous des scénarios originaux, en tout cas, des histoires que je raconte. Je me suis rendu compte que tout ce que je disais aux comédiens, finalement, entre les prises, ce qu'on appelle la direction d'acteur, en fait, c'était nourrir les comédiens de tout ce qui n'était pas écrit dans le scénario. Et en fait, ça, on le retrouve à travers les états d'âme des personnages dans les romans. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument rien qui manquait dans un roman que le cinéma pouvait apporter. C'est-à-dire que la puissance visuelle des choses, elle peut être là. Les mots ont un pouvoir visuel bien supérieur à l'image parce qu'ils ont une ambiguïté. Ils ont aussi plusieurs sens, alors qu'une image finalement n'en a qu'une. Ce récit subjectif, si tu veux, cette façon d'aborder les choses de manière subjective et non pas objective, moi, me va tout à fait. C'est-à-dire que pour moi, là en ce moment, on est en train de travailler sur l'adaptation en série de celui-là, de ce roman. Mais en fait, moi j'ai l'impression de faire un remake, en fait, parce que j'ai déjà tout filmé avec des mots. Donc ça va être une autre histoire, et j'essaye presque de ne pas y être fidèle pour pouvoir y trouver autre chose à faire, en fait. Le réécrire un petit peu, pourquoi pas y retoucher, apporter une deuxième écriture un peu meilleure, pourquoi pas, des éléments que tu as pu manquer éventuellement. C'est une façon de réapprocher ce sujet, de se le réapproprier. Puis de toute façon, l'adaptation, voilà, elle ne peut pas être fidèle forcément à un texte. Non, c'est que, en fait, ce sont des romans, et donc quand j'étais très surpris qu'on veuille en faire une adaptation, puisque pour moi c'était tout sauf un film. Et non, pour moi c'était une histoire fermée. Dans les séries, on aime que ce soit ouvert sur la saison 2, sur la saison 3. Et donc en fait, le travail va consister à ouvrir justement le roman, et donc à faire en sorte que ça puisse revenir avec les personnages dans une autre histoire.
Donc là, ton parcours nous adresse un petit peu quelques informations sur ta façon d'écrire, et quand vous allez lire ces bouquins, pour ceux qui vont les découvrir, vous allez repenser à tout ça et voir un petit peu comment cette mécanique se met en place. Et chez René, c'est quelque chose d'une efficacité redoutable. Chaque détail que vous pouvez trouver à un endroit d'une page a forcément un lien avec un autre. C'est ça le côté de la structure et de la dramaturgie qui est formidablement maîtrisé dans tes livres. Quand on est un petit peu sensible à ce genre de choses, que ce soit conscient ou inconscient, on sait qu'il y a un personnage qui est arrivé sur un coin de fenêtre quelque part, il y aura forcément une information qui va être lue avec lui. Et ça, tous ces liens, toutes ces connexions, c'est vraiment la richesse d'un travail qui est fait et soigné et très intéressant. Donc c'est des choses qui sortent chez toi qui sont très très intéressantes. Donc il fallait le souligner. Alors on a vu un petit peu comment ils ont été, quelle était leur école pour devenir entre guillemets auteur. Maintenant évidemment le parcours d'auteur, c'est aussi celui d'un manuscrit qui peut éventuellement frapper à la porte d'un éditeur. Et donc ça c'est intéressant de faire un petit peu le point sur l'un et l'autre. Comment ça s'est passé de l'idée d'un livre, la genèse d'un bouquin, de créer le manuscrit et de l'envoyer à l'éditeur. Comment ça s'est passé pour toi par exemple, directement? Je te posais la question, Franco. Voilà. Toi, il y a quand même un catalyseur qui est intéressant avec Caril Ferret. J'aimerais beaucoup que tu puisses nous parler de cette rencontre que tu as eue avec cette personne que tu connais déjà depuis bien longtemps, avant le premier essai. Oui, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on s'est connus. La relation s'est passée un peu dans l'autre sens, on peut dire. C'est qu'en fait, il a commencé, on a un ami en commun qui l'a amené voir un peu mon groupe principal. Caril Ferret, c'est un auteur de romans policiers qui est très très connu maintenant, au niveau international également, qui a beaucoup de traductions. Donc c'est un type, l'écriture il l'a dans la peau, et il maîtrise ça au millimètre. Voilà, et donc j'ai commencé à le voir plusieurs fois à mes concerts, et puis donc il m'a été présenté, on a commencé à passer des soirées ensemble, boire des coups, tout ça. Et puis un jour on discutait, et puis moi j'écris des polars. Je dis ah bon, mais c'est marrant parce que moi je lis que des polars. Et c'est génial, tiens, je t'en amène un la prochaine fois. Donc il m'en a amené un, j'ai trouvé ça, c'était Hutu, et j'ai trouvé ça terrible. Du coup je suis allé acheter tous les autres. Et puis on est devenus potes, il achetait mes disques, j'achetais ses livres. Et il t'admirait en tant que musicien, c'était voilà. un peu ça. Et puis moi je me suis mis à l'admirer en tant qu'auteur en fait, donc c'est drôle. Et on s'admire toujours autant tous les deux, donc c'est ça qui est chouette. Et puis, et du coup quand je me suis décidé à écrire ce bouquin, j'avais essayé il y a une quinzaine d'années, une ou deux fois, et je m'étais un peu planté dans le sable à 30 pages. Alors c'est toujours le piège entre copains de se dire oh là, il va se mettre à écrire des bouquins au secours. Ouais. Et quand on est auteur, on reçoit en plus il y a une notoriété, plus on va recevoir de manuscrits, etc. On se dit qu'est-ce que je vais dire à mon copain, c'est affreux ce qu'il a écrit, c'est une catastrophe. Moi je suis allé voir avant en fait. En fait, comme j'avais eu des expériences il y a longtemps où j'avais pas pu dépasser 20 pages, je me suis dit allons le voir avant pour voir s'il n'a pas 3-4 conseils à me donner un peu intéressants, un peu pertinents pour voir si je peux aller au bout, qui peuvent m'aider à aller au bout du machin quoi. Et puis voilà, il a donné très très sympathiquement 4-5 conseils qui ont tout changé. Très simple en fait. Peigne-toi, prends une douche, parce que quand même, tu vois. Faut commencer à la base. Hein, change de pompe, parce que tu vois, t'as l'air de rien. Change de quoi? De pompe. Non. Et bois du rosé. Et voilà, bois du rosé, donc je m'applique, hein. Je vais devenir un vrai auteur bientôt. Et non, plus sérieusement, enfin pourquoi sérieusement d'ailleurs? Non, donc voilà, et j'étais très très scolaire, j'ai dit ah bon d'accord, faut faire, tu me dis de faire ça, je vais faire exactement comme ça. Et il m'a dit reviens me voir quand t'as 50 pages. Et là il a été subjugué par le résultat. Donc je suis revenu avec mes 50 pages, il m'a dit oh mais c'est vachement nul. Ah bon? Ah ouais c'est super. Ah ouais? Ouais. Ah bah cool, non bah je continue alors, ah bah ouais continue. Et donc je suis arrivé au bout, puis quand je suis arrivé au bout, il a été très sympa, il m'a fait des vrais retours, il a pris le temps d'écrire, de réfléchir, et voilà, puis spontanément il m'a dit bah quand t'as fini tu me dis, et puis enfin c'est pas exactement comme ça mais ça arrive à peu près à ça, c'est-à-dire que quand je lui ai ramené la version définitive, il m'a dit bah tiens je vais te donner 2-3 contacts à qui tu peux envoyer ton manuscrit. Voilà, donc l'histoire d'une rencontre finalement, imprévue, pas imaginée au début. Voilà, et ça s'est passé hyper simplement et j'ai envoyé 4 manuscrits en fait. Voilà, un élément déclencheur qui t'a permis de te lancer et puis... c'est très bête en fait, mais qui a validé. Je pense qu'à un moment il m'aurait dit... Ouais, il t'aurait dit je doute ou je suis pas sûr, ou je suis pas sûr que je pense pas que j'aurais fini en fait. Et donc la puissance, c'est dingue, hein. Je me suis dit c'est vraiment... Bref, et donc voilà, j'ai envoyé 4 manuscrits, j'ai rencontré 2 personnes,
dont une personne avec qui j'ai décidé de m'associer, D'accord. Kalman. Et tu as bossé avec Kalman Levy. Voilà, avec Tiffany Gassou, qui est une femme super. Et j'ai beaucoup aimé aussi le boulot qu'elle m'a fait refaire sur le bouquin, quoi, parce que c'est devenu un autre livre, en fait, vraiment. Pour le moment, ce que je lui ai amené, et la version ce que c'est, il y a un an de travail assidu, et c'est vraiment devenu un autre bouquin, quoi. C'est ça qu'on n'imagine pas forcément quand, pour la vie d'un manuscrit, c'est pas l'auteur qui écrit simplement le livre et qui l'envoie et c'est celui-ci qui est sorti. Il y a véritablement un travail de fond très important avec l'éditeur. Et ça, c'est capital parce que ça fait progresser l'auteur, bien sûr, mais aussi il y a un deuxième regard professionnel et puis plusieurs lecteurs dessus qui viennent corriger des éléments de structure, qui viennent corriger des éléments sur les personnages, des ajustements, etc. Et c'est aussi le gage d'une maison d'édition. Voilà ce qu'est un petit peu la plus-value d'une maison d'édition, c'est quand même d'apporter une valeur supplémentaire à un livre. C'est pour ça que l'auto-édition, des fois, c'est un petit peu aléatoire. C'est quand même difficile pour les auteurs de s'en sortir parce qu'il n'y a pas forcément cet accompagnement professionnel qui est là, et particulièrement pour les premiers romans, les premiers bouquins qu'on peut sortir. C'est vrai que c'est plus du tout le même bouquin, en fait. Elle m'a emmené à un endroit où je ne pensais pas être capable d'aller. Je pensais que quand je lui ai envoyé le bouquin, je ne pensais pas pouvoir aller plus loin, en fait. Je pensais que j'arrivais au bout de moi-même et au bout de cette histoire, et en fait, pas du tout. J'avais encore des dizaines de kilomètres à parcourir, quoi. Voilà, et plus suivant les maisons d'édition, c'est plus ou moins, on va dire, forcé comme chemin, accompagné, un peu soigné, etc. Donc toi, chez Kalman Levy, également donc, ce parcours avec le manuscrit, mais là, pour celui-ci, c'était pas ton premier. Hein, comme on peut voir, effectivement, c'est ton troisième, tu en avais deux autres avant, Les âmes rivales et celui dont le nom n'est plus. Vraiment, c'est celui-ci qui a eu le prix Polar Cognac. Ouais. Donc c'est une distinction dans le milieu du polar qui est quand même relativement importante aujourd'hui. Donc là, tu commences à te faire un nom sérieux et on voit le nom sur la couverture qui commence à grossir, c'est un indicateur. Voilà, quand le nom dépasse celui du titre, c'est que généralement ça se passe de mieux en mieux. Voilà, bon, t'avais déjà un nom, évidemment grâce au cinéma, mais ici dans les livres, c'est quand même pas mal de s'illustrer comme ça. Et donc là, toi, tu as travaillé depuis le début, et je crois que, ton premier manuscrit, comment ça s'est passé avec Kalman? C'était Kalman, il y en a eu d'autres, Non, c'était pas Kalman, c'était en fait c'était d'abord Caroline Lépée. C'était Caroline Lépée. Qui venait de quitter XO Édition, où elle était un peu le bras droit de Bernard Fixot. Et donc j'ai un auteur qui a lu mon manuscrit, un peu comme toi, Franco. C'était quelqu'un que je connaissais et moi en fait quand j'ai commencé j'ai écrit pour mon épouse en fait parce qu'elle me disait pourquoi tu n'écris pas des romans par rapport à ce que je lui disais sur l'écriture justement. Je lui dis c'est dommage parce qu'il y a certaines choses à l'écran elles perdent de leur force. Elle me dit mais pourquoi tu n'écris pas un roman? Et donc je l'ai écrit pour elle, en disant tout ce que j'écrirais, tu sais, c'est un métier, etc. Moi je n'ai pas le même métier. Donc elle me dit, ouais mais tu dis ça parce que tu n'es pas capable de l'écrire. Tu n'es pas cap quoi, tu vois. Donc je lui dis, bah si tu veux je te l'écris à toi. Et donc en fait, j'ai pris les week-ends, les vacances, etc. Et je lui ai écrit un livre. Et c'est celui-là. Donc. Et forcément, c'est une histoire d'amour en fait, un peu noire. Mais c'est une histoire d'amour. Tu lui as pas fait peur, là, non? Voilà, donc forcément je lui ai dédié. Elle est restée avec lui. Hein. Et ça devait rester anonyme en fait. Enfin, pour elle en tout cas. Et en fait, elle l'a envoyé en secret à cet auteur qu'on connaissait. Et il l'a lu. Et il est revenu vers elle et dit mais il faut absolument, il y a une personne à qui tu dois envoyer ce manuscrit, c'est Caroline Lépée. Et donc, moi, j'ai envoyé mon manuscrit, finalement, à une seule personne. Enfin, c'est-à-dire, c'est même pas moi qui l'ai envoyé, c'est mon épouse qui l'a envoyé. C'est énorme, parce que Caroline Lépée, il faut vraiment se rendre compte que dans le milieu d'édition, moi, ça fait une dizaine d'années que je suis dans le circuit, elle, de façon unanime, avec des quantités d'auteurs, elle fait partie de ces très rares éditrices à avoir un véritable don et un talent d'éditrice. Et un challenge énorme de lui envoyer un premier bouquin comme ça et que ça marche, c'est dire le talent qu'il y avait dans le manuscrit. En fait, moi je savais pas, donc j'ai reçu un mail sur ma boîte, et d'un coup je comprends pas parce que je reçois un mail de... On n'imagine même pas le rêve de tout auteur qui va se battre
corps et âme pendant des années pour avoir un éditeur, et toi, sans même l'avoir envoyé parce que tu savais pas finalement, tu reçois un mail, on le publie, c'est bon, c'est dans oui. Elle dit il faut absolument qu'on se rencontre, je suis en vacances, en plus elle venait de quitter sa maison, et elle voulait lancer sa propre maison d'édition, mais ça allait être une édition numérique, pas en papier. Et donc, d'abord, je n'ai pas compris. Et en même temps, je connais le parcours du combattant, puisque moi je le faisais pendant les années où je cherchais à monter mes films. Pour le cinéma, tu as connu cette aventure diabolique. Normalement, c'est pareil pour les romans. Et donc, on s'est rencontrés. D'abord, mon épouse m'a expliqué ce qui s'était passé dans les coulisses. Et puis, donc, on s'est rencontrés. Et puis, à ce moment-là, elle m'a dit des choses sur le livre qui m'ont fait... Elle m'a dit une seule chose. Dans le genre du travail d'éditeur dont tu parlais. Tu as eu 5 conseils. Moi j'ai eu un seul conseil, et c'est sur la fin du livre, en fait. Donc j'ai jamais connu ce travail d'édition avec Caroline Lépée. C'est peut-être parce que quelque part j'avais aussi une expérience d'écriture très poussée. L'expérience du cinéma, elle était déjà là. Voilà. La scénarisation dans tes bouquins, ça ressort. Et c'est ce qui est le plus dur. Je prends souvent cet exemple-là d'un manuscrit qui va arriver. Il faut bien voir qu'un éditeur va recevoir 500 manuscrits par mois, en moyenne. Donc c'est vous dire la quantité de livres qu'ils doivent lire, détecter quelque chose de bon. Et trouver des bons livres, ce sont d'abord des livres quand même qui sont bien construits, structurés, avec des personnages, des réseaux mis en place, etc. Et c'est un peu comme prendre l'exemple d'une maison qui serait construite sans plan. Bon, l'éditeur il arrive, il voit la maison, ok, elle tient debout. Par contre, si j'ouvre la porte, les murs porteurs, tout est de guingois de l'autre côté. S'il faut tout refaire, c'est un énorme travail. Quand la structure finalement est solide, que l'architecture de la maison tient la route, s'il y a un peu de homestaging, entre guillemets, repeindre les murs et tout, ça c'est faisable, c'est un petit peu de retouche d'écriture. Bon là, dans ton cas, évidemment, l'expérience du cinéma, c'est ce qui ressort, mais de façon fabuleuse dans tes bouquins, la structure est là. Donc l'éditeur avait quand même entre les mains quelque chose de cohérent et de bien construit, quoi. Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est que comme c'était pas pour être publié, du coup il y a une liberté totale. C'est-à-dire que je pensais même pas à savoir si ça allait marcher ou pas, je m'en foutais complètement. Je lui racontais une histoire, une histoire d'amour, avec un soupçon de fantastique, parce que c'est basé sur l'histoire de 3 âmes, en fait, qui sont... Vous savez, on dit toujours qu'on a éventuellement une âme sœur, et on se demande jamais s'il n'y a pas une 3e âme qui est convaincue que l'âme sœur que l'on convoite, en fait, est la sienne. Et donc, c'était trouver une façon de faire un conflit, un triangle amoureux, mais à travers une idée, comme quoi ce triangle amoureux allait, finalement, ce conflit allait se retrouver de vie en vie, avec une histoire d'existence qui se perdure, comme dans le cas de réincarnation, en prenant l'idée de la réincarnation, et en traitant cette idée non pas de manière ésotérique, mais en la traitant de manière suspense. C'est-à-dire comment ça peut se résoudre, ce cas. Et donc l'histoire se passe aujourd'hui, et elle se résout à New York, et les 3 âmes en question sont réincarnées. Il y en a une simplement sur les 3 qui ne l'est pas. Et donc à partir de là, vous imaginez ce que ça peut lui donner comme potentiel pour troubler les 2 autres. Donc voilà, c'était ça, et à la fin de l'histoire, quand elle a lu l'histoire, elle a dit « J'adore ce livre », d'ailleurs c'est toujours celui qu'elle préfère aujourd'hui. Et elle me dit, elle m'a juste donné un conseil, c'est sur la fin, et elle m'a dit « Un sacrifice ne peut pas être inutile ». Ah, je dis « Ah ouais d'accord, je vois, tu veux que je te fasse un happy end, c'est ça, tu veux un happy end, un truc rose bonbon, un peu comme tu as fait avec Guillaume Musso, c'est ça que tu veux ?» Elle me dit « Non, c'est pas ça ». Et elle m'a dit bah « Alors c'est quoi ? Un sacrifice ne peut pas être inutile ». Donc je suis reparti chez moi avec cette phrase. Donc c'était ça son conseil. Et elle voulait que je trouve tout seul la solution. Et à un moment donné, j'ai relu le dernier chapitre avec cette idée en tête. Et d'un coup, j'ai compris. En relisant, j'ai compris. Alors que sur le moment, j'étais très défensif sur le truc. En relisant, j'ai compris. Et je lui ai juste envoyé un texto et j'ai dit je t'envoie la fin. Et donc j'ai réécrit la nouvelle fin. J'ai réécrit le chapitre avec uniquement... C'est la même histoire. Elle se finit même de la même façon. Mais imprégné dans ce chapitre, il y a cette sensation qu'un sacrifice ne peut pas être inutile. Et moi, je crois généralement, en plus ce qui est fou, c'est qu'elle a tapé encore plus fort dans ce que moi je crois, y compris dans mes films, c'est-à-dire que moi, je ne suis ni pour le happy end, ni pour ce qu'on appelle le dark ending, cette espèce de façon où tout finit mal, et on se dit, bah, putain, à quoi bon j'ai lu ce livre si c'est pour finir comme ça ?
Moi, je crois dans la troisième voie, c'est-à-dire ce moment où on est confronté à un problème. Effectivement, ça ne se finira pas forcément bien, mais ce qui est sûr, c'est que les personnages auront compris quelque chose grâce au drame qu'ils ont traversé, et du coup, ça nous donne une solution pour notre vie de tous les jours. C'est-à-dire que nous aussi, on traverse des drames, à notre façon, des grands, des petits, et souvent, on se dit qu'on n'a pas la possibilité de s'en sortir. Ben, les personnages, ils sont dans une situation pire que la nôtre, et pourtant, ils vont trouver, à travers la résolution de l'histoire, qui sera conforme et cohérente avec ce qui s'est passé avant, ils vont trouver une lumière au bout du tunnel, quelque chose. Pourtant, il y aura toujours un tunnel, ça ne sera pas une plage magnifique, mais ils auront trouvé quelque chose qui va les aider à avancer, comme nous, lecteurs. Voilà, c'est ça l'idée. C'est vrai que ces clés dramaturgiques et scénaristiques sont très importantes. Dans un thriller, par exemple, les éditeurs s'attachent énormément à lire le manuscrit et surtout la fin. Cette chute qui va donner le dernier goût du livre, la dernière page, qu'est-ce qu'on emmène avec nous. Et cette fin, elle doit forcément être extrêmement soignée. Et puis, comme tu disais, effectivement, le conseil qu'elle te donnait de faire évoluer les personnages, ça c'est important. On a un problème de départ avec une scène d'exposition, avec un personnage qui est dans une situation bien donnée. Il devra forcément évoluer à la fin du bouquin, et tirer des leçons, avoir grandi, etc. Ce cheminement, il est un petit peu naturel dans tout ce qu'on peut lire. Il faut que ce soit très marqué forcément dans des romans à suspense. Ouais, mais en fait, excuse-moi de t'interrompre, parce que la fin du truc, c'est ça. C'est-à-dire que du coup, je lui envoie un texto, genre sûr ça va pas lui plaire en même temps, puisque j'en sais rien, un sacrifice. En fait, j'envoie le texto et je lui dis bon, je t'envoie la fin. Puis j'attends, il n'y a rien qui se passe. Je lui dis bon, c'est pas bien alors, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas, machin. Elle me dit tu me laisses pleurer, oui. Donc voilà, ça c'est très bien, ça, efficace. Donc parfait. Donc alors, maintenant on avait un petit peu ces rouages, on va parler un petit peu plus concrètement, voilà, pour éviter de narcer avec le deuxième micro. On sent le musicos qui maîtrise un petit peu les outils. 1, 2, voilà, ça fonctionne bien. Le point intéressant maintenant, c'est d'aller un petit peu plus loin sur chacun de leurs livres, les fameuses nouveautés du moment. Donc sur ton livre qui vient de paraître, alors un petit point intéressant sur la couverture, voilà, je m'appelle Birdie. Ce qui est rigolo, c'est que l'éditeur, par politesse, propose souvent aux auteurs propose-nous une couverture. Alors nous, sympathiquement, on propose des couvertures, mais souvent c'est pas retenu. Et là en l'occurrence, c'est pas mal parce que du coup, ce que tu avais proposé, c'est un dessin, je crois, donc c'est pas toi qui l'as fait. C'est-à-dire qu'on a pas mal discuté de ce qu'on voulait voir. Et moi, je suis assez pas pointilleux, mais j'ai souvent des idées. J'ai dû sortir une quinzaine d'albums. Et à chaque fois, les pochettes, c'est toujours beaucoup de réflexion, et je fais très attention au visuel. Voilà, faut que ça me plaise. Après que ça plaise aux autres, c'est autre chose, mais il faut que ça me plaise à moi, au moins. Et que je trouve que ça soit cohérent avec le bouquin ou avec le disque. Parce que l'éditeur là-dessus, il est très, très attaché au visuel de la couverture. Tout ce côté packaging, ça lui appartient un peu. Quand on signe un contrat d'édition, c'est un peu ça. L'éditeur, il s'autorise donc évidemment la couverture, la quatrième de couverture, souvent pas mal de signes distinctifs comme ça, donc l'auteur n'a pas trop voix au chapitre. Mais après, c'était vraiment une discussion. C'est aussi ce que j'aime beaucoup avec Tiffany et Kalman, c'est qu'on discute beaucoup. Et ça reste toujours ouvert. Donc voilà, on a discuté, on savait qu'on voulait éventuellement voir le visage de Birdie sur la couverture. Plutôt, on a essayé des photos. Du coup, ça figeait trop l'image. On a essayé des dessins, puis on a commencé à trouver des dessins, puis j'étais pas satisfait. Du coup, j'ai proposé un graphiste avec qui je travaille depuis quasiment 20 ans. Et qui a fait la tête de Birdie, mais pas le reste en fait. Et la tête de Birdie, on a adoré, c'était exactement ça, pour moi, il ressemble complètement. Quoi. Voilà, Donc, quand on lit le bouquin, voilà, on va retrouver un petit peu le personnage principal. Et c'est sa coupe de cheveux, parce qu'en fait, son nom vient de sa coupe de cheveux. Voilà, ouais, le côté oiseau. Bird, et puis cette petite pilule bleue là, qu'elle va avaler. Ouais. Donc ça, évidemment, dans le récit, c'est une toile de fond qui est très importante. Hein. Donc cette histoire de drogue, avec cette drogue qui va être un peu plus forte que prévu, puisqu'elle va causer quelques dégâts, quelques morts parmi certains jeunes qui sont dans cette vie d'underground. Moi, ce qui m'a interpellé dans ton bouquin, cette première chose, donc comme j'en parlais tout à l'heure, cette écriture qui est incroyablement vive, des mots qui sont très très forts, quelque chose qui est gravé sur la peau, un peu comme un tatouage, comme tu peux en avoir. J'ai l'impression que c'est à la fois ton univers underground de musique qu'on retrouve évidemment dans ce livre, avec un guitariste qui s'appelle Paolo, qui est fondu de musique comme toi également. Donc je pense qu'il y a quand même une certaine identité qu'on retrouve dedans.
Le pitch de départ est quand même assez original. Ce type a besoin d'un petit peu d'argent et il va l'emprunter à un caïd. Mais un caïd, c'est pas une banque, donc quand il s'agit de rendre l'argent, il faut vraiment la rendre, hein, sinon on va chez le dentiste. Il se passe quelques petits soucis. Et donc par tous les moyens, il va essayer de trouver quelque chose, une solution, un stratagème pour réussir à avoir de l'argent et pour pouvoir rendre ses sous. Et le seul moyen qu'il a trouvé, c'est de bosser pour un privé. Donc ça c'est original et je crois que cette idée, on a pu en parler un petit peu avant ce petit échange. Privé, tu l'as été aussi. Donc il n'a pas qu'une seule vie de guitariste, il a été également privé. J'ai 79 vies, t'imagines même pas. Privé, la filature, il connaît. Et c'est pas fini. C'est vrai qu'il oui, j'ai fait ça il y a longtemps. En fait, j'ai fait ça. Pas pour rembourser une dette, mais j'ai fait ça. Parce que je peux vous assurer que les détails qu'il met dans le livre, quand vous lisez ça, vous vous dites, ouais. Ça sent le vécu. Ça sent vraiment le vécu. Tu payes toujours avant de consommer, parce que si jamais le mec que tu es en train de filer est en train de se barrer, tu peux pas payer. Hein. Donc là, il faut courir après. C'est bourré de détails et ouais, c'est un des premiers. C'était même pas un conseil d'ailleurs, c'était comme ça. C'est la règle de base. C'est la règle de base. Quand tu es en filature et que tu t'arrêtes pour consommer quoi que ce soit, tu payes à la commande. Donc une fois sur deux, tu manges pas. Donc tu payes et tu manges pas. Donc, ou tu payes et tu bois pas ton café. Et après, bon, t'es remboursé, donc ça va. Mais ouais, voilà, c'est-à-dire que voilà, j'ai fait ça pendant des petites périodes et c'était assez drôle parce que j'ai fait ça que pendant des petites périodes. Et comme tu disais, voilà, rester une journée, enfin, je te laisse expliquer ce genre de filature que tu as pu faire. Oui, rester une journée devant une porte cochère qui s'ouvre pas, c'est très très long. Surtout quand on est dans une rue où il n'y a pas de bistrot et qu'il pleut, et que c'est l'hiver, et qu'on se demande vraiment ce qu'on fout là, quoi. Voilà, mais enfin on sait, on est en train de gagner du pognon, donc mais c'est quand même, ça demande une certaine psychologie et qui m'a été pendant un temps, mais qui au bout d'un moment ça m'allait plus du tout, quoi, parce que j'avais la tête ailleurs. Et c'est vrai que ces détails qui transpire complètement dans le livre, ça va être le personnage qui, au moment où il va rencontrer ce fameux premier privé pour une opération, la première chose que se dit le privé qui va l'embaucher, dit voilà, bon, au moins, il est dans le timing, il va au bar, dans le bar où il le retrouve, il est à l'heure. Première chose. Par contre, le deuxième souci, c'est qu'il ne sait pas se faire invisible. Donc, oui. Voilà, donc après, il faut... oui, c'est-à-dire que... Il faut se confondre avec les murs. C'est pareil, c'était dans les 4-5 premières règles qu'on m'a expliqué dans cette profession, c'est oui, voilà, faut ressembler à rien. Il faut être invisible. Il faut en plus être plusieurs fois invisible le même jour, c'est-à-dire qu'il faut avoir un deuxième blouson dans son sac ou une casquette. Faut jamais regarder personne dans les yeux. Voilà, faut toujours marcher derrière. Voilà, c'est vraiment et c'est assez drôle à faire. C'est vrai que c'était très très bien fait, très bien amené dans le livre, donc ce qui rend encore plus évidemment crédible et attachant le personnage, de se dire voilà, il essaie de se mettre dans une nouvelle situation pour s'en sortir. On sent que c'est un type qui vient quand même des bas-fonds, qui a quand même souffert, qui a essayé d'échapper à quelques problèmes, mais toujours il est quand même attiré, aimanté, et il essaie de s'en sortir, mais il plonge un petit peu quand même dans le côté un peu obscur. Et là il va faire une rencontre, cette fameuse rencontre, Birdie. C'est la première qu'il va suivre, sa première filature, mais c'est pas n'importe qui. Et pour lui, il va y avoir forcément des liens avec cette personne-là. Donc ça, c'est bien amené. Toujours cette construction aussi qui est présente, qui est bien développée dedans. Ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Et puis, c'est en toile de fond, cette histoire de drogue avec le monde de la musique, avec toutes les substances qui sont consommées. Le monde de la musique, mais qui n'est pas spécialement, d'ailleurs, cette consommation de drogue. Mais comment ? Malheureusement, on peut le voir aujourd'hui. C'est-à-dire que ça ne touche pas que les milieux interlopes, que les milieux underground. Ça touche... toute la société française, et à tous les niveaux, toutes les classes, tous les quartiers, et dans parfois des comportements qu'on peut juger presque nihilistes, un peu, et c'est un peu ce que j'ai voulu. D'ailleurs, Birdie, c'est le personnage. Elle était des milieux aisés, etc. Elle a tout lâché et elle part avec des squatteurs. Dans ce livre-là, il y a quand même un mélange, je pense que c'est peut-être volontaire, il faudrait que tu nous en parles un petit peu, de pouvoir mélanger différentes classes sociales, différents statuts peut-être. Oui, parce que je voulais pas que ce soit un livre de l'underground sur l'underground, en faire un espèce de ghetto de drogués dégénérés, parce que c'est pas du tout le cas. Et c'est que pour moi c'était quelque chose d'un peu plus sociétal, quoi. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'était de montrer la porosité entre tout ça et voir comment ça traverse
le monde, enfin toute la société française, quoi. Que ce soit des quartiers les plus défavorisés aux quartiers les plus aisés, toutes les tranches d'âge, et qu'il n'y a pas de... Oui, ça ne se cantonne pas à un endroit, et sur une population un peu bizarre et un peu dégénérée, pas du tout en fait. C'est vraiment qu'on a dans le monde de la politique, du business, de la musique, du cinéma ou du chômage, c'est... Et des ados. Oui, des ados, et ça parle d'ados, ça parle d'adultes aussi qui ont les mêmes pratiques. Et voilà, il y a une espèce de... C'est pas un bouquin pro, c'est pas un bouquin anti, j'essaie juste de montrer comme c'est, en poussant la manette un petit peu quand même. En poussant la manette un petit peu, effectivement. Alors avec cette affaire de drogue qui circule un petit peu, et puis surtout le côté de quelques décès qu'il peut y avoir, parce qu'il y avait la drogue est souvent trafiquée, et ça je pense que tu t'es inspiré de faits réels. Voilà, pour faire un peu plus de business, ils trafiquent, on modifie un petit peu les substances, etc. Et là ça va un peu plus loin, donc du coup il y a une enquête de police avec un enquêteur qui s'appelle Monsieur Ibanez. Donc là il n'y a pas de lézard, hein. Ibanez c'est la marque de la guitare, donc je pense aussi un petit clin d'œil. Non. Non, mais... Non, c'est plusieurs fois qu'on me le dit en fait. Alors ça c'est un acte manqué, je peux pas c'est ça. Je pense que c'est l'inconscient collectif. L'inconscient total. C'est pas possible. C'est l'inconscient qui a parlé, mais vraiment, c'est avant de le lire dans une chronique, j'y avais pas pensé. C'est énorme. Je me suis dit merde. Moi je rappelais Gibson encore quand c'était personne. Ibanez, non parce que Ibanez pour moi c'est des gens que j'ai connus dans mon quartier, des Espagnols. J'étais sûr de mon coup en disant. Voilà, mais non. Mais voilà, tiens, je suis honnête. Hein. Ouais, non, mais tout à fait. Donc en tout cas, voilà, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'à la fois, voilà, on voit ce personnage évoluer, qui essaie de s'en sortir, qui fait une rencontre, qui l'amène vers d'autres soucis. Cet inspecteur qui arrive, et finalement, son côté difficile, son côté compliqué, qui l'a emmené parfois sur les mauvais chemins, va essayer finalement de redresser la barre et d'accompagner cet enquêteur pour solutionner le... Oui, puis je pense qu'ils apprennent tous les deux, notamment Paolo, le personnage principal. Je pense qu'à travers cette descente aux enfers, il apprend énormément sur qui il est et qu'est-ce que c'est qu'être un homme, ou enfin être un homme au sens large. C'est pas un concours de muscles du tout, mais ce que je veux dire, c'est de se positionner en fait dans une situation, comment on se positionne ou pas, et quel risque on prend ou pas, et comment l'engagement, c'est un truc d'engagement aussi, c'est un... Voilà. Et je pense que moi, c'était les trajectoires de ces deux personnages, enfin de ces trois avec le flic, mais surtout le deux pour voir comment on traverse ça, comment on en sort, comment on se charge de ça, qu'est-ce qu'on arrive à en faire. Et une autre question, c'est vrai que là c'était ton premier roman, donc on voit qu'il est quand même pétri de pas mal d'éléments qui ont jalonné un petit peu ton existence, touché de près, des passions, la musique. Cette histoire aussi d'enquête quelque part qui t'a emmené aussi dessus. Est-ce que dans tes prochains romans, dans ce que tu vas écrire, tu imagines, tu conçois, alors en plus tu l'as terminé de nouveau, ouais. Donc tu es resté sur quelque chose proche, les personnages sont très forts, donc on imagine qu'ils peuvent revenir, c'est ça, hein, quand des personnages sont quand même vraiment forts et puissants, tu t'y es un peu attaché forcément à Birdie. Est-ce que tu comptes peut-être la faire revenir? Est-ce que dans des histoires similaires, est-ce que tu pars sur un autre univers? Je viens de finir un second roman qui est pas du tout rock'n'roll, du tout, mais qui est aussi un polar, qui a aussi des côtés extrêmement violents, comme peut avoir Je m'appelle Birdie. Mais c'est quelque chose de très 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 différent, c'est une dystopie à court terme, ça se passe en 2021-2022, et c'est un thriller beaucoup plus politique. D'accord. Et par contre, oui, effectivement, je me suis énormément attaché à Birdie, à Paolo, et là, j'ai l'intention de commencer la suite là dans les mois qui viennent. Ça m'étonne pas, c'est vrai que voilà, je vous le recommande vivement si vous avez des idées lecture ou des suggestions à faire. C'est une découverte qui a été faite par la librairie Port-Maria. Moi, je l'ai vraiment découvert grâce à cette libraire. Et effectivement, les personnages sont forts, la construction est très intelligente. Tu as été bien conseillé en tout cas par l'éditeur parce que ton travail est réussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut souligner et remarquer. Donc on attend avec impatience aussi une suite. Ce sera un vrai régal. On va passer au livre de René Manzor. Maintenant, ça va être à son tour de prendre le micro. Voilà. Donc toi, tu commets du thriller et du suspense avec un univers qui est bien à toi. Là, il va y avoir la Caroline du Sud, qui dès les premiers chapitres devient véritablement l'univers, le théâtre. On sent que
Tu as ça dans les tripes, il y a quelque chose, hein. Il y a un rapport particulier forcément avec cet endroit du monde que tu aimes beaucoup. Les États-Unis, voilà, cet endroit est très particulier. Et puis en même temps, dans tes romans, c'est vraiment un travail d'atmosphère. C'est un travail de... Vous savez, il y a une espèce de légère touche qui pourrait nous emmener vers du fantastique, il y a du vaudou un petit peu dedans. Et pour ceux qui apprécient l'univers de Stephen King, vous partez sur vraiment un pitch de départ qui décolle avec des enfants qui sont enlevés et la mère qui est tuée à chaque fois. Une sorte de rituel, un tueur en série qui procède d'une manière particulière. Mais dans cet endroit du monde, cet endroit où le vaudou existe encore, il y a quelque chose, on sent que le rituel et le mécanisme mis en place a quelque chose d'un peu mystique quelque part, et ça donne une ambiance, une atmosphère absolument remarquable dans ce livre. Est-ce que c'est pour toi quelque chose d'important qu'on retrouve, comme dans Les âmes rivales? Il y a quand même une thématique Manzor qui apparaît. Est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur? Tu as encore des choses à développer dessus? Un attachement fort avec ça? Et l'idée de ce livre était peut-être déjà venue, tu l'avais déjà peut-être depuis un moment et... Non, en fait, c'est... bon, déjà, le choix des États-Unis, c'est juste... c'est pas un choix de mode, c'est juste un pays où j'ai passé la moitié de ma vie. Un attachement personnel. Oui, c'est-à-dire c'est les 20 dernières années. Et du coup, forcément, c'est quelque chose qui a retenu mon attention parce que ça n'est pas du tout... les États-Unis, ça n'est pas du tout ce que les gens croient que c'est. Il y a la machine à propagande d'Hollywood qui nous présente les États-Unis d'une certaine façon. Aujourd'hui, d'ailleurs, on en découvre un autre portrait forcé par l'actualité. Mais en fait, il y a une autre Amérique que celle que les gens connaissent. Et en tant que Français, justement, la première chose qu'on voit quand on y passe plus que des vacances, c'est que c'est pas la même. Et à partir du moment où c'est pas la même, ça nous intrigue. Et finalement, on arrive presque mieux à la montrer en tant qu'étranger que les Américains eux-mêmes. C'est d'ailleurs souvent le cas. Souvent, les écrivains arrivent à parler d'un pays dont ils ne sont pas natifs, finalement parfois mieux que les natifs. Tant de recherche et d'analyse et d'un regard un petit peu... Juste par sélection de choses qui nous, à la fois dérangent, surprennent. Et à partir de là, si tu veux, on arrive à en faire un portrait qui finalement est très différent que celui que les Américains font. Et donc là, moi, la Caroline du Sud, c'est un État qui est assez peu connu, qui est sur la côte est des États-Unis. C'est une région côtière où il y a eu l'arrivée des premiers Noirs pendant la traite des esclaves. Charleston, qui est une ville importante là-bas, était la porte d'entrée. Tu as fait des personnages de façon très locale, très imprégnée de cette histoire, on le ressent dans la manière dont c'est écrit, on plonge immédiatement dans cet univers. Je trouve que c'est, voilà, pour le coup, on sent que c'est du vécu, qu'il y a des choses réelles et authentiques dedans. Il y a, en fait, c'est le premier État qui a fait sécession, la Caroline du Sud. Donc là-bas, quand je fais un roman, en fait, c'est sans doute à cause du cinéma, je me rends dans le pays où se passe l'histoire et je fais ce qu'on appelle au cinéma des repérages, c'est-à-dire je cherche les décors dans lesquels l'histoire va se passer. Et en faisant ce voyage-là, alors on ramène des choses visuelles, moi forcément encore plus à cause de la déformation par rapport à déformation professionnelle, mais en même temps, si vous voulez, on en capte une espèce de puissance visuelle qu'on sait qu'on va pouvoir retranscrire avec des mots. C'est ce que je disais tout à l'heure, les mots, ils ont une puissance beaucoup plus visuelle que les images, en fait. On s'en rend pas compte. Les images, on les regarde passivement. Les mots, on est obligé de les investir activement. Et ils créent des hallucinations chez nous. C'est-à-dire, on voit des choses. Moi, je lis, par exemple, très lentement, je lis à la vitesse des aveugles, 20 pages à l'heure, en fait. Parce qu'à chaque phrase, boum, je décolle. Et c'est ce que j'essaye de faire dans les romans, c'est-à-dire de faire en sorte d'être un tremplin d'imaginaire. Et là-bas, quand on fait les repérages, ma femme est photographe, elle fait son voyage en images, moi je fais mon voyage en parlant aux gens. Et en parlant aux gens, on ne se rend pas compte juste de la manière dont ils parlent, on se rend compte de la manière dont ils pensent. Et donc après, quand on écrit, et qu'on est de retour en France, mettons, et qu'on écrit chez soi, on sait comment les personnages localement pensent. Et surtout, on voit ce qui les sépare de nous. Donc, pour le lecteur, je suis comme un adaptateur, en fait. C'est-à-dire qu'à travers moi, je sais comment mon lecteur réfléchit, je sais comment mon personnage réfléchit, et à travers moi, j'essaye de lui montrer la différence.
de traiter ça de manière finalement très humaine. Parce que c'est ce qui m'intéresse dans les romans, c'est surtout les personnages et l'humanité confrontée aux événements. C'est ce qui ressort effectivement le plus, et souvent on ferme des bouquins, on oublie un petit peu l'histoire et le personnage domine, et quelques années après, on n'a plus que le souvenir de cette puissance de personnage et d'une atmosphère, de ce qui pouvait se passer. Donc, par exemple, pour ceux qui ont pu lire Millennium, Lisbeth Salander, cette espèce de personnage très très fort dans le caractérisé, il y avait un petit peu, je trouvais cette force de personnage d'ailleurs dans Birdie. Là on va la retrouver un petit peu dans cette enquêtrice qui est dans ton livre, René. Dès le départ, il y a cette ambiance posée, premier chapitre, la Caroline du Sud, et ça se termine le premier chapitre, vraiment, on voit cette voiture dans l'ombre qui est vraiment garée, avec les gants de cuir sur le volant, on entend ce cuir crisser sur le volant, on sait que ce type, il va avoir un lien terrible dans le bouquin. Et d'entrée de jeu, voilà, ce premier chapitre est posé, ça structure, ça construit. Bien sûr, il va y avoir donc une enquêtrice qui aura un lien de parenté avec un des enfants qui va être disparu, famille qu'elle n'aura pas vue depuis des années, donc finalement elle n'a pas un attachement direct. Elle va être emmenée sur l'enquête, et toujours ces liens comme ça, vous voyez, un lien qui apparaît, un autre lien qui emmène, c'est vraiment très très bien construit. Donc cette histoire que tu as pu concevoir, est-ce que tu l'as tirée par exemple de faits divers? C'est l'enquêtrice, de la manière dont tu l'as construit, puis tu l'avais déjà repris dans un autre bouquin avant. Est-ce que tu te bases sur des faits divers ou pas? Ou là, du coup, c'était vraiment des enlèvements, une organisation qui était... Non, en fait, pour moi, je cherche dans les faits divers ce que ma fiction veut raconter. Et je faisais pareil au cinéma. Par exemple, j'avais écrit un film qui s'appelait Monsieur N, sur la fin de Napoléon à Sainte-Hélène, film qu'avait réalisé Antoine Decaune. Pour ce film, je savais quelle histoire je voulais raconter, et j'ai cherché dans l'histoire orthodoxe, officielle, des choses qui corroboraient mon histoire. En fait, c'était Alexandre Dumas qui disait on a le droit de violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants. Et donc là, c'était... Dans les romans, je fais pareil, c'est-à-dire que je veux raconter une certaine histoire, et après je vais dans le pays, j'étudie l'histoire de ce pays. Et je vois qu'est-ce qui, dans son histoire au pays, entre en résonance avec l'histoire que je veux raconter. Donc, effectivement, les faits sont fictionnels, mais ils s'appuient toujours sur une réalité historique. Le personnage du père de ma criminologue et tout ce qu'il a pu faire dans son parcours correspondent à ce que des Américains ont fait dans cette région, à cet endroit, mais ce n'était pas ce personnage-là. Donc, moi, ce qui m'intéressait comme point de départ, c'était le personnage donc, de Dahlia Rhymes, qui est ma criminologue. En fait, elle a un passé très, très dur. C'est-à-dire qu'elle a quitté sa famille à l'âge de 13 ans parce que son père, qui était pasteur en Caroline du Sud, était un tortionnaire chez lui. Et donc, elle a fui, et elle a laissé derrière elle 2 enfants qui étaient ses frères. Et elle est partie, elle a vécu dans la rue. Et donc là, les enfants des rues à Charleston, c'est un problème très grave aujourd'hui. On n'en parle pas, on ne sait pas, nous. Mais finalement, on est comme dans un pays du tiers-monde. Et on est dans une grande ville. Les enfants, ils ont 6 ans, ils sont sans parents, ils sont dans la rue, en groupe, un peu comme des chiens. Et ils se nourrissent dans les poubelles, ils se nourrissent, et ils sont récupérés de temps en temps par les services sociaux. Et ils essaient de fuir les services sociaux parce qu'on les met dans des familles d'accueil, dans lesquels ils se sentent encore plus mal que dans la rue, et ils tentent chaque fois de refuir et de retourner à la rue. Et donc, ces enfants perdus, en fait, je m'en suis servi à l'intérieur de l'histoire pour presque retraiter le mythe de Peter Pan, mais aujourd'hui. C'est-à-dire, ces enfants sont dans la rue, c'est la société d'aujourd'hui, on n'est pas dans un conte de fées, les choses ne se passent pas vraiment de la plus belle façon, et on a un personnage qui est l'enquêtrice principale, dont le passé est très proche de ses enfants, puisque elle-même a vécu dans la rue. Et là, elle vit à New York, c'est l'endroit où elle vit. Elle a quitté la police depuis cette affaire, qui l'a complètement brûlée, c'est-à-dire que vous comprendrez pourquoi si vous lisez. Ça fait 4 ans qu'elle n'est plus dans la police, et un jour, elle continue de s'entraîner comme les gens du FBI, parce que finalement, elle a cette routine dont elle ne fait plus rien, et elle reçoit un coup de fil. Et le coup de fil, c'est un homme qui l'appelle, dont elle ne reconnaît pas la voix, puisque c'est son frère en fait, mais qu'il n'avait pas mué quand elle le connaissait, donc il lui dit « je suis ton frère ». Ça fait 23 ans qu'ils ne sont pas vus, hein. Ils sont même partis brouillés parce qu'elle est partie de chez elle et les enfants sont restés derrière, donc ils lui en veulent la mort. J'ai besoin de toi, je sais que tu travailles pour la police, ma femme a été assassinée,
mon fils est enlevé. Ce fils, en fait, elle l'a choisi, lui l'a choisi, elle, comme marraine, à une seule condition, c'est qu'elle ne le voit jamais puisqu'ils étaient brouillés. Donc elle est la marraine d'un petit qu'elle n'a jamais vu. Et elle va raccrocher en disant « j'arrive », alors qu'elle a son patron qui voulait tout le temps l'envoyer en Caroline du Sud par rapport à des problèmes. Elle a dit « mais jamais j'irai là-bas, tu m'envoies n'importe où, mais je retournerai jamais là-bas ». Elle prend l'avion, elle retourne là-bas. Et là, d'un coup, forcément, c'est la boîte de Pandore, elle va rouvrir toutes ses cicatrices, retrouver son frère, sa mère, son père, qui est en prison pour ce qu'il a fait, etc., qui est un type odieux, épouvantable. Et elle va être obligée, finalement, d'ouvrir toutes ces cicatrices pour essayer de résoudre cette enquête, pour non seulement sauver son neveu, son filleul, mais sauver les autres enfants qui ont disparu aussi. Voilà. C'est toute la mécanique Manzor qu'on ressent, qui ressort ici, vous voyez ces liens, encore une fois, cette création qui va pousser les personnages. On s'attache à eux très rapidement, avec l'univers et la manière dont tu les dépeins. Et en plus, on va suivre leur aventure avec vraiment le stress et le palpitant jusqu'au bout. Et je peux vous assurer que le suspense, il est crescendo. Et il y a des doubles twists à la fin. Là, pour le coup, Caroline Népé, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais tu as donné du sens à ta fin. Ça, c'est clair. Ça marche très très bien. Ça fonctionne vraiment. J'ai appris un peu avec. Et voilà. Non, mais et on sent. Et c'est aussi le gage qualitatif de prendre un livre de toi, René Manzor, et effectivement de découvrir comment tout ça se met en place. En tout cas, là, tu as vraiment proposé un sujet intéressant avec un sujet de fond, voilà, comme tu l'expliquais. On sent bien cette passion derrière, cette recherche, cette envie de partager des choses qui sont quand même intéressantes. Et quand on lit un bouquin comme ça, ben voilà, on se dit, tiens, si je vais en Caroline du Sud, j'aimerais bien voir ces endroits-là, j'aimerais bien partager ça et voir ce qu'il a un petit peu imprimé dans ce livre-là. Donc ça, on vient de faire le tour de 2 bons bouquins que je vous recommande vivement. Avant de conclure, j'ai très envie qu'on puisse parler d'un maillon très important du livre. Là, on a vu les auteurs, leur parcours pour écrire, présenter leur manuscrit, trouver un éditeur, travailler avec l'éditeur, sortir le livre, en parler au public. Et bien sûr, pour ça, ce sont les libraires. Les libraires qui aujourd'hui sont quand même les premiers maillons de la chaîne du livre. Parce que pour faire un auteur, il faut en faire parler un petit peu, et pour pouvoir en faire parler, ce sont les libraires qui vous les font découvrir. Aujourd'hui, on a été accueillis par la librairie Port-Maria sur ce salon. La librairie Port-Maria, qui est une très grande librairie qui contribue énormément au site Les Petits Mots des libraires. Donc c'est comme ça que j'ai découvert également ces titres-là. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir un petit écho de ces auteurs par rapport à leur parcours avec les libraires. Donc toi, Franco, aujourd'hui, c'était ton premier salon, première fois que tu viens signer. Rencontrer un public, partager un petit peu ton travail. Est-ce que tu as des échanges déjà avec des libraires? Est-ce que tu as d'autres événements de prévus? Comment ça se passe pour toi avec les libraires? Bien, ça se passe bien. Réponse courte, efficace. Voilà. Remettez-lui du rosé. Oui, la même chose. Non, c'est drôle parce que c'est un univers que je découvre. C'est-à-dire que c'est très empirique comme expérience pour moi. Cette pratique d'écrivain. D'habitude, il prend le micro pour chanter. Là, c'est ça. Parle. Et donc voilà, je rencontre des gens. C'est quand même super de prendre le train pour aller parler livres avec des gens que ça intéresse. Donc c'est quand même déjà, rien que ça vaut le déplacement. Et des fois même, il y en a certains qui ont lu de bouquins qu'on a pris le temps d'écrire. Et ça, c'est encore vachement plus sympa. Vachement plus sympa, ça ajoute du plaisir. Mais donc, ouais, non, c'est quand même, voilà, c'est que du plus, quoi. Je trouve ça vraiment... J'étais la semaine dernière à Lille, dans une librairie qui ne fait que humeur noire, qui ne fait que du polar. Je ne savais même pas que ça existait. On est spécialisé, et puis Humeur Noire, il a une belle histoire à raconter d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure tous les deux, René, là, ouais. Voilà, donc ça c'est mon premier salon du livre, donc ce matin j'étais vierge, mais c'est super d'être là, on discute. Tu commences avec élégance, il y a quelques heures on ne se connaissait pas, et oui, puis j'ai toujours, j'essaye autant que possible, j'ai toujours acheté mes bouquins chez les libraires et mes disques chez les disquaires. J'ai toujours essayé de fuir le plus possible les centrales d'achat et les mégastores. Et voilà, et en fait je les retrouve, j'y suis assez bien. D'accord, ok, merci pour ce premier tour sur les libraires. On passe la main peut-être à René.
qui lui déjà en est évidemment son 3e livre, donc tu as connu déjà évidemment quelques milliers de ventes en librairie, de signatures, de rencontres, de partages, un petit peu de découvertes avec les libraires. Et Humour Noir dont tu parlais à l'instant, Franco, ça c'est vrai que c'est très important. On s'est mobilisé en tant qu'auteur. Humour Noir est une librairie lilloise qui avait rencontré un petit souci. Un souci de gestion qui l'avait planté et c'est une librairie qui allait disparaître. Donc ce libraire s'est dit j'ai plus le choix, si je veux sauver ma peau en tant que libraire, je fais une cagnotte Ulule, vous savez, les crowdfunding. Et là tous les auteurs ont s'est mobilisés, et des auteurs importants comme Franck Tillier, etc. Donc vraiment tout le monde a soutenu la démarche. Et le beau plumage de ce corbac, comme il se fait appeler à l'Humour Noir, a été sauvé. Et puis aujourd'hui, c'est magnifique, c'est une librairie qui tourne à merveille, donc une de sauvée, ça c'était très chouette. Et pour nous, les auteurs, c'est quelque chose de très important, parce que c'est des gens qui nous reçoivent, qui parlent de nous, et qui partagent un petit peu notre travail, et qui ont une passion énorme. Il faut voir tout ce qu'ils peuvent découvrir comme pépites, comme livres inédits qui sortent du lot. Ça, c'est quand même une chance énorme. Ils participent, ils font des événements, ils reçoivent des auteurs en signature, mais sur les salons, on organise pas mal de choses avec eux. Et puis là, aujourd'hui, en librairie, il y en a d'autres évidemment à sauver. Et puis l'idée, c'était que tu nous parles un petit peu, toi, René, de tes contacts avec les libraires, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils t'apportent, et comment ça fonctionne chez toi. Surtout, ce qui se passe, c'est que pour moi, une librairie, c'est l'ambassade de l'imaginaire, en fait. Et pour moi, l'imaginaire ne peut pas fermer. Tu vois, c'est le truc impossible. Il y a quelques jours, maintenant une vingtaine de jours, j'étais sur le point d'aller à Quai du Polar, qui était à Lyon, qui était une grosse manifestation de romans noirs. Et j'ai reçu un message d'une librairie, d'un auteur qui avait eu vent d'une librairie, une petite librairie indépendante depuis 17 ans, dans le sud de la France, à Cogolin, c'est un petit village à côté de Saint-Tropez, qui allait fermer. Et quand je suis arrivé au Quai du Polar, j'ai vu cette espèce d'énorme casse-bas où il y avait tous les libraires, tous les auteurs, tous les lecteurs, mais un truc énorme. Et d'un coup, j'ai ressenti comme un sentiment d'indécence. Non pas que c'était pas une belle fête, c'était une belle fête, mais je savais qu'au même moment, il y en avait qui étaient en train de fermer. Et ça m'est devenu insupportable, et je ne fais jamais ça, donc j'ai eu une espèce de coup de sang. Et j'ai commencé à mobiliser là-bas, au lieu de m'occuper finalement de la sortie de mon livre, je me suis occupé de la librairie que je connais même pas. C'est une vidéo qui a fait un petit peu le tour des réseaux et qui a mobilisé énormément d'auteurs. Là, on est aujourd'hui plus d'une centaine à participer à cet événement, à envoyer des livres. Donc il y a des organisations qui sont faites et soutenues. Et René, tu en es un des grands parrains avec Fabio Micheli. Ouais. Et on se soutient et tu organises en fait, j'ai fait ça, comme j'avais jamais fait ça, je me suis dit je vais gérer ça comme une fiction. Et donc j'ai inventé le Cogolinton, qui est une espèce de téléthon pour sauver Cogolin. Et en fait, l'idée c'était de financer la non-fermeture de la librairie. Comme les pouvoirs publics ils sont occupés par autre chose en ce moment, je me suis dit, dis donc, c'est pas possible, si chacun donnait 1 euro, ça serait une primaire à la limite qui pourrait être utile. Et donc j'ai proposé aux gens de donner le prix d'un livre, parce que je savais que tout le monde n'allait pas donner. Donc si tout le monde donnait sur la cagnotte le prix d'un livre, ou ceux qui ont moins de moyens le prix d'un poche, 5-6 euros, au lieu de s'acheter ce livre-là, de relire un livre qu'on a bien aimé, eh bien à ce moment-là on pouvait sauver cette librairie. Et donc on a commencé, donc cette idée a grandi. Moi j'ai juste pris le micro à un moment donné dans un café à Lille, monté sur la table, etc. Et mon épouse a filmé à ce moment-là, et c'est parti en viral sur le net. Et je sais pas, on en est à 10 000 vues ou je sais pas quoi, et du coup les gens se sont mobilisés et il a fallu gérer la mobilisation. Et donc j'ai demandé à chaque auteur qui faisait partie du comité de soutien qu'on avait constitué d'être parrain d'un jour du Cogolinton. Et donc en fait l'idée c'est que chaque auteur en fait a 24 heures pour lever 1 000 euros. Et on fait ça un peu de manière ludique, c'est-à-dire c'est mission impossible, on dit à chaque fois si vous êtes tué ou capturé, le comité de soutien dira avoir eu connaissance de vos agissements. Et en fait, tous les parrains restent sur un petit forum privé et soutiennent le parrain qui est là et qui va chercher l'argent en mobilisant finalement son réseau, ses amis, tous les moyens sont permis. Par exemple, des auteurs, il y en a qui
qui ont vendu des inédits, enfin pas des inédits, mais des livres qui étaient qui n'existaient plus, out of print, qui étaient épuisés. Donc les gens étaient contents et ils mettaient les livres aux enchères et ça monte et ça monte. Et donc l'idée c'est ça. Et là je suis en train d'essayer, d'ailleurs s'il y en a qui sont là, qui écoutent et qui peuvent nous aider. Ils recrutent chez Cogolin. Maintenant je recrute des parrains mais qui ne viennent pas du roman noir parce que c'est très bizarre, parce que cette librairie est généraliste et je ne sais pas si ceux qui écrivent des romans noirs sont plus généreux que les autres ou plus bêtes, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai beaucoup d'auteurs de romans noirs et j'ai très peu d'auteurs de littérature blanche. Donc j'ai essayé ici d'aborder 1 ou 2 auteurs pour leur demander d'être parrains. J'ai mobilisé des équipes de France 3 qui sont allées faire un reportage à Cogolin. C'est beaucoup de travail, hein, je ne m'en apercevais pas avant. Ma femme commence à me dire il faut écrire. Mais là en ce moment je suis en train de me prendre la tête avec ça. Il y a encore 15 jours, on a 15 jours pour sauver la librairie. Et on a mobilisé 20 000 euros. C'est-à-dire on a déjà 20 000 euros. En fait il faut 35 000 euros. Et c'est pour ça que c'est 1 000 euros par jour. Et il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end, c'est tous les jours. Là, aujourd'hui, il y a Olivier Norek qui est en train de mobiliser les gens avec une blogueuse, parce que les blogueurs participent aussi. Je demande aux libraires de participer, et c'est bizarre, parce qu'entre libraires, il n'y a pas vraiment de soutien, je tiens à le dire. Et c'est vrai que Samuel fait beaucoup pour ça, parce qu'avec les petits mots du libraire, il essaye de créer une communauté de libraires pour faire face aux géants Amazon, mais entre eux, il y a un côté chacun pour soi, hein. Il y a un côté un peu comme ça. Donc il y a des libraires qui nous soutiennent, hein, mais c'est plus difficile. Et aussi des écrivains de littérature blanche, j'y tiens, parce qu'on est tous des écrivains, finalement, il n'y a pas blanc, noir, etc. On ne va pas faire du racisme entre écrivains, mais c'est ça l'idée, c'est-à-dire de sauver cette librairie. On a 14 jours maintenant pour le faire. Alors, si vous allez sur ma page Facebook, vous verrez René Manzor, machin, etc. Je parle que de ça depuis 15 jours, donc c'est assez facile, vous avez toutes les infos qu'il faut, et surtout le lien pour la cagnotte, où vous pouvez mettre de l'argent. Alors c'est facile, hein, c'est avec la carte de crédit, le lien est sécurisé, et pour ceux qui sont parano d'Internet, et je les comprends, à ce moment-là, il y a aussi une adresse où on peut envoyer un chèque à l'ancienne, donc les 2 moyens sont possibles pour sauver la librairie. Et encore une fois, je fais appel, si jamais il y a des auteurs qui nous entendent, de nous rejoindre, parce qu'on a besoin de trouver un parrain tous les jours, et il y a beaucoup de jours, il y a 14 jours, il me manque 14 parrains, voilà. Très bien, merci pour ce dernier message, puisque là on me fait signe en régie qu'on a mobilisé un peu plus que le temps prévu, c'est qu'on est très bavard. On a fait la pub en même temps. Voilà, et puis merci pour votre écoute, merci pour votre attention, et puis n'hésitez pas à découvrir ces 2 nouveautés, voilà, de René Manzor et puis de Franco Manara, que je vous conseille vivement, comme la librairie nous l'a chaudement recommandé et fait découvrir. Merci à vous.